L'autoroute A8, elle dessert les paysages mythiques de la Côte d'Azur. De Marseille à la frontière italienne, c'est l'autoroute des plages, mais aussi un axe stratégique. Routiers en transit, bolides de luxe, fêtards alcoolisés et familles de vacanciers s'y croisent. Un cocktail explosif. Accrochage, accident, vol, les gendarmes n'ont pas une minute de répit. C'est le nouille de chez nouille, on comprend rien. Leur défi, intervenir le plus vite possible pour éviter le pire. Homme d'action, le nouveau lieutenant Olivier va avoir sa dose de sensations fortes. Le premier bus a été caillassé dans la montée, une vitre cassée. On refuse de reprendre la route. On peut bien partir si on suit la file de gauche et qu'on trace jusqu'au péage sans s'arrêter, mais assez rapidement. Il y a un cadavre, hein? Non. Le doyen du peloton, Philippe, lui, connaît bien la musique. Vous n'allez pas m'apprendre mon boulot, ça fait 35 ans que je travaille. Ça fait 35 ans que j'ai des gens qui roulent sans assurance. Ça fait 35 ans que j'ai des gens qui roulent sans permis de conduire. Alors, ne me dites pas qu'elle est assurée. Tant que vous ne me donnez pas la preuve qu'elle est assurée, pour moi, elle n'est pas assurée. Le but, c'est d'avoir en dessous de 0,25. Ouais. D'accord? Oui, je sais. Passionné, Jérôme est convaincu de pouvoir faire changer les jeunes. 1,18 g d'alcool dans le sang. Vous vous rendez compte? Il est 10h35. Quant à Bruno, face aux situations les plus improbables, il garde toujours la tête froide. L'avantage d'avoir pris le sanglier vraiment au milieu comme ça, c'est que ça n'a pas trop déséquilibré la direction. Hein. Cet après-midi-là, gros rassemblement des forces de gendarmerie au péage du Capitole. Le lieutenant Gallon a sous son commandement plus d'une vingtaine d'hommes. Leur mission, escorter 11 bus de supporters marseillais qui viennent soutenir l'OM face à Nice. C'est une opération importante pour le lieutenant, récemment arrivé dans la caserne. Avant que tous les supporters arrivent, on fait un essai on fait une ouverture de la conf 110, on essaie de voir si ça marche pour tout le monde. Il y a C8, on va refaire le buzz. Il y a C8, on va refaire le buzz. Les supporters sont plus de 600, tous très pressés d'arriver au stade. Un quart d'heure. Dans un quart d'heure. Un quart d'heure. La mission des gendarmes, encadrer les Marseillais sur ce parking jusqu'au match. À aucun prix, ils ne doivent pénétrer dans la ville et encore moins risquer de croiser des supporters niçois. C'est quand même pas facile de faire déplacer 500 personnes, voire même un petit peu plus au même endroit. Surtout des gens qui sont bien, qui sont bien remontés, qui sont bien chauds bouillants. Donc après, pour en faire déplacer 250 d'un coup, non, c'est vous qui allez partir et pas les autres. Bon, c'est toujours un peu compliqué. Donc on essaie de gérer, faire preuve de diplomatie, on discute, il y a un bon relationnel avec les stadiers, avec les gens du club. Donc voilà, ça permet de nous aider quand même pas mal. On part à moins quart. Et si Bruno est tendu, c'est parce que les supporters marseillais reviennent pour la première fois à Nice depuis 2 ans. Suite à des incidents, ils avaient été interdits de stade. Et ce soir, ils sont clairement là pour gagner. Le convoi a démarré. Le but des motos et des véhicules de gendarmerie qui ouvrent la route, c'est d'anticiper tout problème qui obligerait les bus à s'arrêter. Car à l'intérieur, les supporters sont chauffés à blanc. À côté du stade, sur le parking, c'est l'équipe de Sébastien qui attend le convoi. Ce qu'on va faire, c'est que là, ok. Non mais c'est bon parce qu'en fait, une fois que les 6 premiers bus sont rentrés, eux ils restent là-bas. Et le convoi de 5 après ressortira là et on ira les stocker en face là-bas. On n'a pas tellement droit à l'erreur. Hein. Parce que là, s'il y a un plot qui est mal positionné, s'il y a une barrière qui gêne ou autre, c'est pas au dernier moment qu'on va la pousser. Hein. Le convoi ne doit pas s'arrêter. Le convoi il doit être mobile jusqu'à ce qu'il rentre dans le stade. Une fois qu'il est rentré dans le stade, il est en sécurité. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste bien gentiment dans les bus jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur du stade pour pouvoir après profiter de la fête pleinement et puis nous profiter mais à l'extérieur de la fête. Pour lui prêter main forte, le lieutenant a mobilisé le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Vous demandez de nous aider à encadrer, ça permet d'avoir la force et c'est plutôt dissuasif. Et dès qu'il y a un incident, ils descendent des bus. Donc voilà. Nous, vous vous mettrez là et puis nous, on fermera la route. Oui, monsieur. L'heure du coup d'envoi approche. Les premières voitures sortent de l'autoroute pour aller se garer sur le parking. La mission du lieutenant et de ses hommes, c'est de gérer la circulation à l'arrivée.
Leur crainte, c'est toujours que les supporters marseillais descendent des bus et croisent les Niçois. À tout moment, la situation peut dégénérer. Il y a l'autre qui arrive, hein. Ils vont vous garer, mettez-vous là. Passage du bus de l'OGC Nice, je m'occupe du parquage des autres bus. À son tour, le convoi des Marseillais arrive. La place est libre. Les supporters vont enfin pouvoir pénétrer dans le Mettez stade. les warnings, jeune homme. Collez un peu l'audi devant. Non, c'est déjà pas mal faire naviguer 6 bus sur l'autoroute à faible vitesse avec des gens qui font du chahut quand même. Bon, une fois qu'ils sont dans les bus, ils sont dans les bus, mais tous les moments où on s'arrête, on se met entre guillemets en difficulté, donc il faut que ça roule. Vous avez un petit peu profité du match, mon lieutenant? Non, on va pas profiter du match là. Mais le lieutenant doit quand même garder un œil sur le score. Si c'est Marseille qui gagne, la sortie du stade risque d'être très mouvementée. 4-2 pour les Marseillais. Ça va être Ça chaud. brille de partout là. Ouais. Donc là, on parle d'adrénaline qui monte. On parle pas de stress, on parle d'adrénaline. Parce que là, ça risque d'être très très chaud. C'est ce qu'il redoutait. Marseille a gagné. Les premiers véhicules vont quitter le stade. Allez, fin du match. Donc là, l'évacuation va se faire assez rapidement. Hein. Ils vont pas perdre de temps. Le problème, c'est que les Marseillais sont euphoriques parce qu'ils ont gagné. Ils sont certainement fortement alcoolisés. Il va falloir faire remonter pratiquement 600 supporters dans 11 bus. Et minibus, ça va être compliqué. Donc là, ils demandent à ce que les 3 motards qui sont en tête aillent là-bas pour pouvoir suivre tout le monde. Qu'est-ce qui se passe, mon lieutenant? Ça bouge, ça va sortir. Contre toute attente, la sortie se déroule sans encombre. Mais c'est apparemment un peu plus loin que les choses se corsent. Ça a commencé les caillassages malgré la bulle tactique. Et en fait, ils étaient en bordure d'autoroute et ils se sont fait caillasser. Le gendarme qui ouvre l'escorte informe le lieutenant que le convoi s'est arrêté. Les bus ne sont pas entrés dans le tunnel. Pour une raison indéterminée, le convoi est complètement arrêté dans la descente de Saint-Isidore. Je viens d'entrer dans le tunnel, j'ai personne derrière moi, je suis à l'arrêt. Je répète, je suis à l'arrêt, personne derrière moi. L'un des bus a reçu des jets de pierre et le chauffeur refuse d'avancer. C'est exposé une vitre, il veut plus avancer. Répète, le premier bus a été caillassé dans la montée, une vitre cassée. On refuse de reprendre la route avant confirmation de la sécurisation de la sortie de tunnel. Les supporters sont boostés par la victoire de leur équipe. Il faut faire très vite et convaincre le chauffeur de reprendre la route. Un des membres du PSIG, envoyé en négociateur, revient avec une bonne nouvelle. C'est bon, on attend. On peut partir sur la file de gauche et qu'on trace jusqu'au péage sans s'arrêter, mais assez rapidement. De toute façon, Parce c'était qu'en fait, prévu ils se sont fait caillasser. c'était prévu qu'on Sur la boîte gauche. Oui, c'était c'est prévu. bon, c'est ce que je lui ai dit. C'était prévu qu'on Là, soit sur la c'est boîte bon, gauche. Il va bien repartir. La tension restera forte jusqu'à la fin du trajet. Mais grâce au travail de toutes les forces en présence, aucun nouvel incident ne sera à déplorer. Un tour de force pour les équipes. À l'autre bout du département, sur l'autoroute, Bruno, lui, est appelé pour un accident un peu particulier. Là, c'est une chose assez rare quand même sur l'autoroute. C'est un sanglier qui s'est retrouvé en pleine voie et dont un véhicule est arrivé et l'a percuté. La voiture accidentée est sur la voie de gauche. Mais la circulation n'a pas été interrompue. Il faut dégager le véhicule au plus vite. Oh là 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 là, regarde le sanglier. En fait, il reste plus rien quoi. Ah ouais, il y en a partout. Le choc a été très violent. Au sol, des débris du sanglier à l'origine de l'accident. Bruno fait tout de suite les premières photos pour l'enquête. Les passagers, eux, n'ont pas été blessés. Reste à savoir s'ils étaient sous l'emprise de l'alcool. Vous conduisiez? Oui, Vous étiez c'est sur moi. quelle voie? J'étais sur la voie du milieu. Soufflez dedans s'il vous plaît. Et qui c'est qui l'a tapé? C'est vous ou c'est le camion? Là, c'est nous, on l'a tapé. Il était au milieu le sanglier? Oui, oui, il est sorti de la gauche. Vous avez le permis? Bien sûr. Enfin, je l'espère.
Ben, donnez-le-moi. L'avant du véhicule est entièrement détruit. Les passagers ont eu de la chance. Donc bon, la calandre, elle est complètement éclatée. Hein. La grille du radiateur, et donc on voit bien l'impact de la barre. En fait, ils se le sont vraiment pris en frontal. L'avantage d'avoir pris le sanglier vraiment au milieu comme ça, c'est que ça n'a pas trop déséquilibré la direction. Hein. On peut imaginer que s'il avait pris sur le côté, ils auraient mis un coup de volant et ils auraient pu partir en tonneau ou venir percuter les côtés de l'autoroute. Donc là, il a quand même pu garder sa trajectoire, il a eu le bon réflexe et ça aurait pu être bien plus grave. J'en ai déjà vu un, il était passé dans la grille, dans la calandre d'un véhicule de gendarme en plus. Dans la descente aussi. Hein. Bruno doit maintenant s'assurer que le cadavre du sanglier n'est plus sur la voie. Et ce n'est pas si facile en pleine nuit. Il est là. Ouais, c'est une belle bête quand même. Et là, il n'y a plus rien à récupérer. Éclaté là. Fin de l'intervention. Le personnel de l'autoroute termine de nettoyer la voie. Une manœuvre toujours périlleuse en pleine circulation. La voiture accidentée et les passagers repartent à bord de la dépanneuse. Soleil, plage, alcool. Pendant les vacances, les conducteurs de deux roues oublient souvent les règles élémentaires de prudence. Après la fête et le farniente, les retours sur la route tournent vite à la catastrophe. Au début du mois d'août, un terrible accident de scooter avait coûté la vie à 2 jeunes femmes. Et elles ne sont pas les seules. Dans la région, les chiffres sont inquiétants. Les deux roues sont impliquées dans 80% des accidents mortels. Ça s'est emballé et depuis le mois de mai, là, c'est la série, quoi. Presque à chaque fois, il y a un scooter ou une moto qui est impliqué. Et, on pense qu'on doit accentuer sans doute la prévention et la répression sur les deux roues, malheureusement. Il est 10h46, bienvenue à vous qui nous rejoignez, direction la plage. Alors le commandant Hervé, le patron de l'escadron départemental de la sécurité routière, va organiser une opération coup de poing. Bonjour, vous allez bien? On fait un essai micro. L'objectif, c'est de rappeler aux deux roues les règles de prudence. Première étape, 107.7, la radio de l'autoroute. On monte un contrôle routier, donc là c'est plus ciblé sur le comportement des deux roues. On verbalisera certainement les gants quand il n'y a pas de port du tout de gants et que les personnes sont en short tongue. Là, c'est pour ça qu'on est là pour rappeler que même en vacances, on ne badine pas avec la sécurité. De retour au peloton, c'est la mobilisation générale. Cet après-midi, donc, on fait un contrôle spécifique de roues, comportement, équipement de sécurité bien évidemment. Pas de gants, short, tongs, on verbalise. En avant. Une douzaine de gendarmes se déploient dans toute la zone. Et le premier contrevenant ne tarde pas à se faire remarquer. Un jeune conducteur sans gants, en tongs et qui mange en conduisant avec le téléphone sous le casque. Bonjour Gérard. Les gants. Ouais, non mais ça c'est vous les promenez, c'est pour le sirop. Le fait de manger aussi, ça vous dérange pas? Vous pouvez pas manœuvrer là votre scooter avec une seule main? Vous présentez votre BSR et la carte grise et à moins que l'assurance soit opposée. Quel âge? 17. Un sandwich dans une main, je sais pas s'il n'y a pas le téléphone aussi sur le casque, non? Je sais pas. Hein? Des gants et d'une main, ça en tire bien. Le gendarme se montre clément. Il verbalise seulement l'absence de gants, soit 45 €. Vous pensez qu'il a compris le message, le jeune homme? Ben, j'espère pour lui, de toute façon. C'est la seule fois que je mange une crêpe en conduisant. J'ai jamais mangé en conduisant en scooter. La seule fois que je mange. Bon, pensez à mettre des gants, même si vous avez des gants homologués, c'est un peu mieux. Mais bon. Vous perdez la main, vous mettez le pied. C'est pas bon pour renverser. Si tu tombes, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la fin. Pour le commandant, l'objectif est de faire prendre conscience aux jeunes qu'ils prennent de gros risques pour leur vie.
Mais il n'est pas certain que la leçon soit toujours bien comprise. Bon, à l'orage, des fois, c'est un peu compliqué. À l'orage, c'est compliqué. À l'orage, c'est un peu compliqué. Ils sont pas toujours ouverts au respect des règles. Un peu plus loin, au péage de la Turbie, Philippe repère un motard très au-dessus de la limitation de vitesse. Bonjour. Mais sur l'aire de repos, c'est une autre infraction qui va attirer son attention. Votre plaque, elle est mal orientée, hein, le degré. Non, le concessionnaire m'a juré que c'était la bonne endroit. Ah bah écoutez... Bah, moi je l'ai acheté comme ça, la vôtre. Ah ouais, bah c'est pas bon. Il y a des règles à respecter, il faut les respecter. La plaque, elle n'est pas dans le bon angle. Le concessionnaire m'a expliqué Eh ben, vous verrez. Parce que moi aussi, ça m'avait surpris. Vous verrez, vous voyez qu'il y a des règles. Même les assureurs Voilà. m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Je suis pas certain que l'assureur ait vu l'angle de la plaque. Le gendarme va lui montrer comment une plaque doit être posée. Alors, la plaque elle doit être comme ça en fait. 90 degrés, maximum, comme les pointillés. Quand je l'ai vue, ça m'avait fait un peu... Je me suis dit qu'elle était un peu haute. Et l'angle, c'est vrai qu'elle devrait être plus bas. La plaque de ce motard n'est pas relevée par hasard. Du coup, les radars fixes surtout, ne peuvent pas prendre la plaque. Hein. Et nous, quand on est en voiture, de loin, on ne peut pas le voir. Quoi. Vous pouvez venir voir s'il vous plaît, monsieur? Et ce que le conducteur n'imagine pas, c'est que la contravention va être énorme. Et bien, du coup, vous êtes pas en règle. Donc c'est une route de 6 points avec la suspension de permis de conduire. 6 points, c'est énorme. La confiscation du véhicule et une amende de 735 €. C'est-à-dire que là, j'ai plus de permis, j'ai plus de voiture pour une plaque d'immatriculation. C'est ça. Une contravention que ce conducteur n'est pas prêt d'oublier. Mais c'est pas normal, c'est pas possible que ça soit aussi cher, ça. Et moi, là, je perds un permis, je l'ai payé 2 000 €. Une moto, je l'ai payé presque 10 000 € et c'est normal, pour une plaque. Vous appelez quelqu'un pour venir vous récupérer, puis vous viendrez récupérer la moto après, avec quelqu'un qui a le permis de conduire. Bon, allez, ciao. Hein. Merci, au revoir. À quelques kilomètres de là, alors qu'il est en patrouille, Bruno repère un conducteur de scooter sans gants et avec des écouteurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez le permis de conduire s'il vous plaît? Vous avez des écouteurs dans les oreilles? Très bien, faut pas. 90 €, 3 points. Et vous promenez sur un 2 roues sans gants? J'ai oublié de les mettre. Ben nous on n'a pas oublié de vous voir. Super chaud. Ouais ben. Je suis parti, j'ai oublié de les mettre. Il fait super chaud, imaginez vous chutez, vous serez content d'avoir chaud quoi. Cerise sur le gâteau, ce monsieur n'a pas son permis de conduire avec lui. Vous la retirez? Non, je l'ai toujours. Ouais. Vous êtes sûr de vous? Donc ça fait une 3e infraction. Hein. De quoi? De ne pas avoir le permis. Donc là, ça fait cher quand même, hein, le total des infractions. On va pas tout mettre. Hein. Non, c'est pas le genre de la maison. Mais il faut vous sensibiliser quand même. Vous êtes un peu inquiet là? Ouais, je fais pas mal d'infractions. Parce que à la mais bon, ils ont l'air il y a les écouteurs, il y a les gants. Ils ont l'air sympas. Mais en plus des écouteurs, je les ai mis, je ne parlais même pas. Et il y a le permis. En général, c'est pour écouter la musique. Bah, c'est long la route en même temps. Un peu de musique, c'est plus sympa. Bon, je vais voir s'il me reste des points. Le conducteur est inquiet, car son permis de conduire ne tient plus qu'à un fil. Vous savez combien de points vous avez ou pas? Je dois pas être... non. Vous êtes à 4 sur 12. 4 points. Si ce monsieur prend toutes les infractions, il peut dire adieu à son permis. Mais comme il a reconnu ses erreurs, Bruno va se montrer indulgent. Il ne verbalise que la conduite sans gants. Vous en avez mis une seule? Un bébé? 45. Les 3 points et 90 €, c'est cadeau aujourd'hui, mais sortez-le de suite, le casque. Oh, je m'en vais. Je vous fais une carte bleue si vous voulez. Ouais, je fais la carte bleue. Ça, au moins celui-là, je le paye. À chaque fois que je les paye pas, ils arrivent, ils sont majorés, au moins celui-là, je le paye. Et ça, c'est comme vous avez payé. Ça va. Là, il n'y a pas de point. C'est bien. Ah, j'ai un point. Ah ouais, c'est un point. Mais dans 6 mois, vous le récupérez, si vous êtes sage. Oh, je suis sage. Putain, je pensais qu'il y avait... Ça, c'est plus le point qui m'emmerde. Je sais que j'ai pas beaucoup de... Il en reste 4. Il en reste Non mais c'est bon, un point isolé, en 6 mois, vous le récupérez. D'accord. Vous allez vous tenir tranquille. Ouais, du coup, là, je vais faire encore plus ça. Ouais, ça me fait chier le point, parce que j'en ai plus beaucoup. Après, les stages, ça dure 2 jours. 45 €, bon, c'est chiant, mais c'est surtout le point. Je pensais qu'il n'y avait pas de point. Pour le coup, j'ai un peu moins le sourire, là. Allez, au revoir. Et c'est en sécurité, avec les gants et sans écouteurs, que ce monsieur peut reprendre la route.
À Mandelieu, Rébilla repère elle aussi un conducteur sans gants. Le grand classique de la Côte d'Azur. Les gants, c'est obligatoire. J'ai oublié de les mettre. Ils sont dans ma selle. Les mettez de suite, s'il vous plaît. Pas de problème. Ça vous évite 90 € d'amende. Merci. Mais le contrôle va lui réserver une autre surprise. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non. Non. Non, je suis médecin. Vous soufflez 5 secondes en continu, je entendre le claquement, s'il vous plaît. Vous savez, même si on se brosse les dents, ça sent quand même. Merci. C'est à quelle heure votre dernier verre? 6 heures. Monsieur, vous êtes positif. Donc je vais vous demander de juste d'avancer votre scooter, s'il vous plaît, de retirer vos gants, ils ne servent plus à rien. Et on va aller souffler dans une autre machine. Pour savoir exactement le taux d'alcool de ce monsieur, Rébilla l'invite à souffler dans l'éthylomètre. Au-dessus de 0,40 grammes, il perd son permis. 0,58. 0,58, ça correspond à quoi? 1 gramme 16 dans le sang. C'est pas 4 verres de rosé. Ça fait, ouais, donc je garde le permis. En plus de la suspension de son permis de conduire, ce monsieur va perdre 6 points et devoir payer une amende de 90 €. Là, je rentre, je vais chercher mes médicaments de tension. Justement, je suis comme ça. Mais justement, avec l'alcool, ça aide pas? Quand vous saurez dans ma situation. Bah, je n'ai pas envie d'être à votre situation. Vous qui mettez votre situation en avant, monsieur. Eh non. Eh oui. Eh oui, monsieur. Ah, pas du tout, monsieur. Du zèle? Pourquoi du zèle? À la base, je vous ai arrêté pour les gants. Oui, bien sûr. Et je vous ai dit que c'était à titre préventif. Bien sûr, je les ai sortis, je les ai mis. Vous Après, sentez l'alcool, vous pensez certainement pas que je vais vous laisser partir alors que... Enfin, je veux dire, c'est... Là, il faut s'en prendre qu'à vous-même. Hein. Nous, on vous a pas fait bien sûr, je m'en prends que moi. Voilà, exactement. Donc, voilà. C'est tout. Il n'est pas conscient. Il a 1 gramme. Bon, lui, 4 verres, apparemment, c'est rien pour lui. En plus, c'est embêtant. Il est grutier dans son métier. Alors, s'il est alcoolisé, grutier, c'est la loi, on la pique. Hein. L'alcoolémie, c'est dramatique. Donc, il n'y a pas de pitié. À partir de maintenant, le monsieur ne peut plus toucher à son scooter. Par contre, mon véhicule, ça, faut que je pas. Il y a pousse. quelqu'un qui peut venir le récupérer? Non, je suis seul. J'ai pas de famille, j'ai rien. Moi, je suis tout seul ici. C'est malheureux, hein? Bah oui, c'est triste. C'est pour ça. C'est pour ça un peu l'alcool, alors. Ouais, mais bon, c'est pas une solution, l'alcool. On finalise les papiers et puis on vous raccompagne, ok? Ok. On va pas vous laisser là, on est être humain quand même, ok? Non, mais on fait notre travail, mais on va pas vous laisser comme ça. On est d'accord? Bien sûr. Ok. Jusqu'à la fin de l'été, plus aucun mort n'a été à déplorer sur un 2 roues dans la région. L'opération coup de poing du commandant a peut-être permis de sauver des vies. Pas de répit pour les gendarmes cet été. Sur l'autoroute en direction de l'Italie, l'équipe de Vincent est appelée pour un véhicule en feu sous le tunnel de Poupière. Pour l'instant, ils n'ont pas plus d'informations. Oui, de la fumée, beaucoup de fumée, ouais, c'est un véhicule en feu, ça. Elle brûle, là, c'est pas un problème moteur. La circulation a été coupée à l'entrée du tunnel et un embouteillage est en train de se former. Le trafic peut rapidement être paralysé sur l'autoroute si le tunnel n'est pas dégagé. Comme il n'y a que 2 voies, avec 2 voies, ça va vite remonter. Là, ça va arriver sur Menton dans peu de temps. Hein. Ce Menton n'est pas trop loin. Bon, déjà, il n'y a pas de fumée, donc ça va être proche de la sortie du tunnel. Le feu a eu lieu à l'autre bout du tunnel et les pompiers sont apparemment déjà intervenus. Il y avait beaucoup de flammes ou pas? Oui. Oui. Oui, au départ, oui. Mais je pense pas que l'un coûtait les choses. D'accord. La voiture est entièrement brûlée, mais les passagers sont sains et saufs. Ils ont même eu le temps de sortir quelques objets de leur véhicule. Ça va, ils ont sauvé leurs affaires. Voilà, c'est ça, ouais. Ça a pris ou pas? Allô? Oui. Oui, mon capitaine. Donc je vous rends compte un peu de la situation actuelle pour le véhicule incendié dans le tunnel de Poupière. On attend le dégagement véhicule calciné des voies pour pouvoir rouvrir la circulation. L'urgence pour l'équipe de Vincent, c'est de permettre la réouverture du tunnel, car le bouchon à la sortie de Menton fait déjà plusieurs kilomètres. C'est juste que du matériel, donc pas de blessés, c'est ça l'important. Ça aurait pu être nettement plus grave, parce qu'une voiture qui brûle dans un tunnel, les autres véhicules, les autres usagers qui arrivent à ce moment-là peuvent être restés bloqués, ça peut créer un suraccident.
avec les fumées épaisses. Donc là, on s'en sort très très bien et c'est que du matériel. Je suis très content de pompiers, du gendarme et de tout le monde. C'est vrai? Vraiment, c'est un bon service, c'est vrai. Hein? Un bon service, comme dit ce monsieur. Il a échappé au pire avec sa famille. Le tunnel va maintenant être réouvert. Sur la Côte d'Azur, depuis quelques années, les gendarmes font face à un nouveau phénomène. Il concerne les camping-cars. Ils sont de plus en plus nombreux. Alors, les touristes stationnent partout. Et la nuit, ils deviennent la cible des voleurs. C'est sur les aires d'autoroute où ils se croient à l'abri que les vacanciers se font détrousser. Les gendarmes organisent des tournées pour prévenir les campeurs. Ce soir, c'est Dominique et Rébia qui patrouillent. C'est la gendarmerie. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Non, juste pour vous sensibiliser, en fait, on a beaucoup de vols. Ah bah c'est bien de me le dire, mais figurez-vous si on s'est mis là. Non mais justement, en fait là vous êtes... Dans la zone qui cambriole. Exactement. Donc je vous conseille, après ce n'est pas une obligation, mais je vous conseille de sortir de l'autoroute, de sortir à la 44, donc qui est pas très loin la prochaine. À 4 h du matin là. Avec attention aussi qu'il laisse rien de valeur. L'objectif de l'équipe, prévenir les vacanciers. Sur les aires d'autoroute, on se sent en sécurité parce que voilà, on est isolé, mais au contraire, en fait, ils sont très opportunistes. Hein. Ils vont, ils tapent et ils s'en vont. En fait, c'est au plus rapide, au plus efficace. Mais à 4 h du matin, le réveil est parfois violent. Comme pour cet Anglais qui pense être la cible de faux policiers. La police! Oh! La police là-haut, tu te crois où là? Désolé. Ça va pas, non? J'ai pas d'habit. Ouais, c'est ça, ouais. Vous ouvrez le coffre, s'il vous plaît. Montrez-moi vos badges, s'il vous plaît. Badge. Quoi, badge? Badge. Ok. Ok, la voiture de police, elle est là. Ok, so you open. Ok, alors vous ouvrez. Action, là. Et les gendarmes, eux, font face à des situations un peu embarrassantes. Ok, vous ouvrez là. J'ouvre le van? D'accord, ok. Ok, bon, vous voyez là? Ok, voilà ma collègue. Ok, ça va. Ça va, c'est bon. Bonsoir, excusez-nous. Allez. Ok. Je ne peux pas vous forcer à partir, mais c'est un conseil. Ne restez pas là parce que... C'est pas très sûr de se garer ici, c'est ça? Si, c'est sûr, mais si vous allez à 2 km plus loin, la première sortie c'est Cannes. The city, ok. Cannes, d'accord. Et la ville de Cannes, c'est bien mieux pour dormir. Ok. C'est mieux qu'ici, d'accord. Ok, ça va bien. Ok, good night. Ok, bonne nuit. Merci, bonne nuit. Il y en a qui nous remercient, il y en a qui disent « Oh, c'est pas... c'est bon, je préfère rester. » Au final, à 5 h du matin, on les accueille. Et du coup, ils se sont fait voler... Non. Pero je peux parler avec les mains, hein, pas de souci. Et du coup, voilà, ils se font voler, casser, et on n'a qu'une seule envie, c'est de leur dire, on vous avait prévenu, quoi. Oh, c'est plus les Français qui ont du mal à croire, en fait. Non, mais sérieusement, les étrangers, pourtant, ils connaissent pas forcément les sorties, tout ça. Ils prennent quand même leur petit camping-car et ils se dirigent vers la prochaine sortie. Ils écoutent tout simplement. Malgré les tournées de prévention, ce matin, à la gendarmerie de Mandelieu, une famille suédoise se présente. À leur réveil, ils se sont rendus compte que leur camping-car avait été cambriolé dans la nuit. Le vol? Quoi? Où? Où? De quel pays on est? Non. Les papiers? Vos téléphones? Non, on voyage. On se balade en France, en fait. Je comprends rien. Je suis honnête, je comprends rien du tout. Attendez, mais en plus, mon anglais, je suis que dalle. Christophe, qui parle anglais, va prendre la déposition. Qu'il fasse une liste détaillée de l'ensemble des objets qui leur ont été volés. Il va tenter de comprendre ce qui s'est passé dans la nuit.
Un sac Gucci. Avec la bandoulière, vous voyez, un peu verte et rouge. Ouais, une sorte de marron. Pendant que le mari cherche le modèle du sac dérobé, sa femme dessine la bague qui lui a été volée. C'est un anneau avec des petits diamants de chaque côté et un gros au milieu. Donc il y a des petits diamants pétillants tout autour. C'est un trio, c'est une bague trio en fait. C'est un gros diamant avec tout autour de la bague, little diamond. Oui, c'est ça. Un gros au milieu. And one big diamond. Et des petits autour. Toutes leurs cartes de crédit et leurs papiers aussi ont disparu. Donc, 2 credit cards, driver license, links, the Gucci handbag, how much? 1600. En tout, 1600 €. L'alliance, elle leur a coûté combien? Les trois anneaux? 5 et 8, 9. D'accord. 15 000 € l'ensemble. Donc c'est ça qui fait que le vol monte à 18 000 parce que c'est la bague qui fait déjà à elle seule 15 000 quoi. Dans la nuit, le couple et leurs 2 filles ont été victimes de ce qu'on appelle un vol par endormissement dans leur camping-car. Ils ne se sont rendus compte de rien. Je pense que la leçon de cette histoire, c'est de faire attention et de bien cacher ses affaires. Et surtout, d'ouvrir l'œil. Ce mode opératoire dans les camping-cars, Jérôme le connaît bien. Chaque année, des bandes dévalisent les touristes dans la région. Alors il se rend sur place avec son équipe pour tenter de comprendre comment les voleurs ont fait. On va aller voir s'il y avait des ventelles, traces de pesée, c'est-à-dire s'ils n'avaient pas forcé la serrure ou s'ils n'avaient pas mis un petit coup de perceuse ou un coup de tournevis. Donc on va aller faire des constatations sur le véhicule et voir un peu où s'était positionné dans le véhicule, voir un peu comment est fait le véhicule. Les touristes étaient pourtant garés à l'intérieur d'un camping, ce qui n'a pas arrêté les voleurs. Ils ont pour habitude en fait de faire un petit trou là ou faire un coup de tournevis pour faire sauter le système de verrouillage. Trace. Par chance, la famille n'a pas été réveillée par le cambriolage. Apparemment, aucune trace. Mais rien n'échappe à l'œil entraîné de Jérôme. Ah, là, par contre, une petite trace là. Il n'y aura pas d'empreinte dessus parce qu'ils prennent un tournevis, ils tapent comme ça et ils font sauter le cliquet en fait. Regardez. Vous voyez? C'est typique là. Là, à partir de là, la serrure là, elle doit plus ouvrir maintenant. Super boulot. Ah. Vous voyez? Là, la poignée, là, vous voyez, elle est cassée. C'est un mode opératoire qu'on a l'habitude de voir sur nos stations. En fait, on a des équipes de pays de l'Est, souvent. Ils font un petit trou là, ils nous sautent la serrure, envoient du gaz neutralisant, en fait, qui envoie un gaz et ils nous volent tout ce qu'il y a et ils s'en rendent vraiment pas compte. On a vu des camping-cars où il y avait des chiens, il y avait tout ça, rien n'a bougé. Et là, c'est le mode opératoire typique. C'est des gaz qui vraiment endorment les gens. Souvent, les gens, ils ont la trachée irritée le matin quand ils se réveillent et leurs sacs ont été dévalisés. C'est fou. Ouais. Merci beaucoup. Bon, maintenant, il faut les attraper. Hein. Ah ouais, on va essayer. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que le véhicule était emplacé où il était placé. J'ai pas vraiment de support vidéo. Goodbye, mister. Thank you so much. Goodbye. Au revoir, mademoiselle. Okay. Merci vraiment beaucoup. Je vous fais un câlin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais cet été, les chiffres de vol par cambriolage sur véhicules de loisirs restent trop élevés malgré la prévention. Nous retrouvons Philippe, le patron des motards et son équipe. Direction la route de la Corniche de Mandelieu, l'une des plus belles de la région, mais aussi l'une des plus dangereuses. Nous sommes à la fin du week-end du 15 août et les gens sont pressés de rentrer. Alors c'est ici que Philippe va lâcher son équipe pour se positionner et traquer les chauffards. J'ai mis 3000 militaires en interception à environ 500 mètres, donc vers le bourg de Villotte. Et moi, je me mets ici en contrôle, donc avec mon appareil de vitesse. L'intérêt d'être en civil, vous l'aurez bien compris, c'est plus facile de surveiller dans la masse, on est beaucoup moins visible. C'est pas une question de filou, on n'est pas là pour piéger. Maintenant, ça permet quand même de voir aussi un certain type de comportement. Et c'est pour ça qu'on voudrait justement que ça cesse, c'est qu'il ne faut pas que les mauvais comportements s'arrêtent uniquement quand on voit du bleu. Il n'y a plus de gendarmes, et ben les gens doivent continuer à avoir un bon comportement.
Sur cette route, la vitesse est limitée à 50 km/h. Une contrainte plutôt respectée par les voitures. Mais ce sont les motos que Philippe surveille, car elles coupent systématiquement les lignes blanches. Les virages qui s'enchaînent prennent pour certains des allures de circuit. 97. Là, pas pareil. Oui, il y a une moto qui arrive là, une moto qui arrive juste derrière un couple, hein, à 97 km/h. 9, 7, comme reçu. Oui, c'est reçu. Ah ben là, il va perdre son permis. Impossible de passer au travers du dispositif. 500 mètres plus loin, le motard et sa passagère sont arrêtés. Le conducteur, qui a tous ses points, semble serein. Apparemment, il ne connaît pas la limite autorisée. Mais sa petite promenade va lui coûter très cher. Alors le monsieur, il a là sur le terrain, on lui fait une rétention du permis de conduire, d'accord, pour 72 heures. Dans les 72 heures, moi je renvoie ça à la préfecture. Et la préfecture va prendre un arrêté de suspension de permis. Donc pour une durée variant de 1 à 6 mois, c'est selon la vitesse qui a été relevée, c'est la préfecture qui décide. Alors que vraiment je baladais, hein. Ma copine elle avait le temps de prendre des vidéos, j'ai fait 2 tours de rond-point parce que le GPS il était perdu. J'ai voulu envoyer un peu les gaz et voilà. Chômage, plus de moto, plus de permis. Vous faites quoi comme boulot? Je suis dans la livraison. Non, mais c'est sérieux, là, je suis au chômage. Là, pour 47 km/h, je pensais en faire 7 de plus. 6 points en moins, plus de permis. Le jeune livreur se retrouve donc aussi sans travail. Une après-midi qui se termine très mal. Mais pour les gendarmes, c'est la seule solution. Soit son employeur est sympa et puis il lui trouve un véhicule sans permis, mais sinon, il va falloir que monsieur ne conduise plus jusqu'à la fin de son arrêté, de sa suspension de permis de conduire, quoi. Ça fait réfléchir quand même. Ça va lui mettre du plomb dans la tête, oui. Ouais. Là, elle est dure, la décision. La décision, elle est très très dure. Parce que derrière, il y a beaucoup de conséquences. La décision, elle est très dure. La décision, je l'accepte pas. Dure fin de week-end pour le jeune couple qui regagnera Marseille par ses propres moyens. Nous sommes en milieu d'après-midi et les automobilistes sont de plus en plus pressés de rentrer chez eux. Philippe se positionne avec son radar dans ce virage et il envoie ses équipes plus loin pour interpeller les véhicules qu'il aura flashés. Go! Cette partie de la route est particulièrement dangereuse. Les conducteurs ne respectent pas la limite de vitesse. Ils franchissent les lignes blanches à chaque virage. Là, j'entends que ça descend bien, là. Ça risque d'être juste parce qu'il faut que je m'en mette un rapprochement. Sur ces routes magnifiques, les grosses cylindrées se croient tout permis. Cette voiture arrive de Norvège et l'équipe va faire une étonnante découverte. Bonjour, vous parlez français? Du jamais vu. Retour sur l'autoroute A8. C'est bientôt la fin de l'été et les gendarmes ne relâchent pas leurs efforts. Vous pouvez couper le contact, s'il vous plaît, me présenter les papiers du véhicule. Elle a coupé les 2 voiles. Pour gagner quelques précieuses minutes, certains automobilistes prennent des risques inconsidérés. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, madame? Franchement, là, vous auriez pu tuer quelqu'un. Situation exceptionnelle. Fin parfois tragique. Les gendarmes vont aussi enquêter sur des vols mystérieux. La fin de l'été réserve encore son lot de surprises sur l'autoroute A8. Retour sur la route Napoléon, l'une des plus belles de la région. Philippe vient de repérer une voiture de sport. Il en est sûr, elle est en infraction. J'ai pas réussi à avoir la vitesse parce qu'il n'a pas de plaque devant, mais je le signale. Interception de contrôle. Oui, j'écoute. Bon, vous prenez votre précaution, il y a une Ferrari que j'ai déjà vue tout à l'heure à monter très vite et qui est dépourvue de plaque et d'immatriculation à l'avant. Donc j'ai pas pu la prendre à la vitesse. Hein. Donc vous la contrôlez, vous la verbalisez au moins pour la plaque déjà. C'est bien reçu. Il n'a pas de plaque. Le conducteur est norvégien et son véhicule ne porte pas de plaque à l'avant. Selon ses explications, dans son pays, ce serait parfaitement légal. Pardon. On vient de Norvège et en Norvège, on n'est pas obligé de l'accrocher. Des causes comme ça. Ah oui, mais
Ouais, mais là, c'est pas sûr, ça tient pas. You come with us. Vous allez venir avec nous à Saint-Vallier. The town. Yeah. Okay. D'accord. And you, Et on va give retirer de money l'argent. cash. Yeah, okay. D'accord. So, Donc je vous suis. Oui, oui. Très bien. I keep with me. Et je garde vos papiers avec your moi. papers. Mais j'ai quand même besoin de fixer la plaque devant. Yes, Oui, c'est la loi, comme sur celle-là. D'accord, ouais, je vois. Il faut qu'on aille retirer de l'argent. So you come with us. Ok, vous nous suivez? Vous connaissez cette loi en France? Non, pas du tout. Non. En Norvège, en fait, vous pouvez juste la coller. Tant qu'elle est lisible, c'est considéré comme légal. Le chauffeur est condamné à une amende de 90 €. Les gendarmes n'ont retenu que l'excès de vitesse et ils lui ont demandé de fixer sa plaque au plus vite. Comme il n'a pas d'argent liquide sur lui, les motards l'escortent jusqu'au prochain distributeur. Sûrement aussi un peu pour le plaisir des yeux. Thank you. Thank you. Merci, ça c'est pour vous. Wait a minute. Attendez un instant. And the ticket. Et le ticket. So, be Et careful. soyez prudents. Oui, je ferai attention. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Sorry? Il y a un autre policier avant. Yes, Oui, yes, oui, yes, oui. yes. Parce que je l'ai vu dans le virage. J'ai ralenti Yeah. et après vous m'avez arrêté. donc. He saw Il vous a vu. Yes. Ouais, je l'ai vu. Je ferai plus attention la prochaine fois. Désolé. It's okay, no Ok, problem. pas de problème. Bonsoir. Je veux la même. Les motards vont continuer leur contrôle dans l'arrière-pays niçois. Un peu plus tard dans la soirée, Jérôme et Morgane sont appelés pour une intervention sur un accident à une barrière de péage. La victime est un agent de la société d'autoroute. En fait, il y a un employé qui s'est fait apparemment écraser au niveau, on ne sait pas, au niveau d'une jambe. Ce serait sur une manœuvre de véhicule. C'est sur notre zone, donc on va y aller. Lorsque l'équipe arrive sur les lieux, la victime a déjà été évacuée vers l'hôpital. Le conducteur du camion à l'origine de l'accident, c'est ce très jeune homme, un chauffeur polonais. Le mec, je le ramène et puis je vais l'entendre directement. Tu vois ? Voilà. A priori, la routine. Mais ce chauffeur polonais ne parle pas un mot de français. Au téléphone, il a une traductrice. D'accord, Donc, super. c'est comme ça que tu peux communiquer. Ouais, je le gérerai. Ouais, t'inquiète pas, je le gérerai. No English? Ok. Oui, allô? Vous parlez français? Vous un petit peu? Ouais, il va nous suivre avec son camion et on va lui prendre une audition. Vous lui dites de nous suivre déjà, d'accord? Voilà, merci. Malgré l'intervention de la traductrice au téléphone, le chauffeur n'a pas l'air d'avoir tout compris. Et il suit Jérôme à la trace. Allez, you drive. Allez, venez. Vous conduisez. Mais non, putain, il comprend rien. Là, you drive. Vous conduisez. Il va pas comprendre, il va comprendre quand même. Cette fois, le conducteur polonais roule derrière Jérôme. Mais apparemment, il n'a jamais passé un péage en France. Le gendarme n'est pas au bout de ses surprises. Putain, mais... De toute évidence, le jeune conducteur n'a jamais vu une barrière de péage. Elle vient de se briser net sur son camion. Jérôme n'en revient lui, pas. C'est le nouille de chez nouille, on comprend rien. Et il faut payer. Et ouais, le téléphone et tout. Eh ben le téléphone, tu le poses, grand. Et la caisse derrière, là, on fait comment? En France, in French, ceinture, no phone, ok? Alors qu'il se réveille un peu, oh. Pour votre sécurité, ne reculez pas, ne sortez pas de votre véhicule. Un employé vient rapidement enlever la barrière endommagée qui sera remplacée. Jérôme est hors de lui. Ah, c'est un âne. Lui, c'est un âne, lui. Et le mec, il vient de renverser quelqu'un, il est au téléphone, il n'a pas de ceinture de sécurité, on lui dit de le suivre, il s'est quand même passé un péage, c'est un chauffeur. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il pète la barrière. Hein? Il va régler quoi? Pour le péage, il va la régler, bien sûr qu'il va la régler. Vous payez. Vous payez. 20 minutes plus tard, arrivé à la gendarmerie, l'interrogatoire commence. Et sans interprète, ce n'est pas gagné. The phone. Le téléphone.
Le numéro. Le numéro de téléphone. Oui, yes. You, là. You address sur moi? Votre adresse. Non. Mais recueillir les informations nécessaires, le nom du chauffeur et celui de la société, vire au casse-tête. Your society. Votre société. The work, ok? Le nom. Le nom de votre entreprise. De entreprise. De society. No problem. Les hommes ne parviennent pas à échanger 2 mots. Alors Jérôme sort sa botte secrète. Assurance, ok? You. Votre assurance. Your assurance. Your society. Votre compagnie. Votre employeur. Ok, no problem. Very good, monsieur. Ouais, très bien, monsieur. Ben, j'utilise une traduction qui nous est très pratique, en fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Voilà. Ça, c'est quoi comme lettre, ça? Depuis 4 ans, les gendarmes assistent à un afflux de chauffeurs venus des pays de l'Est. Ils conduisent des véhicules utilitaires légers et échappent ainsi à la réglementation des poids lourds. On appelle cela le cabotage. Alors les gendarmes s'adaptent. C'est un X. Ah, c'est un L. Ouais. L. U, M, B, A, 10. 10. Ok? Very good, mister. Mais là, tu es is lang. Language. Bientôt, je pense qu'on finit par des signaux de fumée. On va faire un petit feu, là, on va se comprendre. Ça fait combien de temps que vous êtes sur cette affaire-là? Eh bien, vous voyez, on a perdu plus de 2 heures. Voilà. Pour un petit accident. Bon, rien d'extraordinaire. Voilà. Et les frontières de l'Europe sont ouvertes, mais il y a encore les barrières de la langue, quand même, c'est pas ça? Il y a les barrières de la langue et les barrières de péage aussi. Je mets la procédure là. Il a le constat aussi à fond. Ouais, ça y est, c'est fait, il faut qu'il le prenne là. Goodbye, mister. Goodbye. You papier, no problem? You papier, no problem. You sleep? No problem, no problem. Le chauffeur franchit cette fois sans encombre la dernière barrière de la soirée. Le lendemain matin, à la caserne de Mandelieu, Jérôme et son équipe se rendent sur l'axe rapide Grasse-Cannes. À cette heure-ci, tout le monde part au travail. Et nombreux sont ceux qui prennent la sortie 42 en direction de Cannes au dernier moment. Pour cela, ils n'hésitent pas à franchir la ligne blanche, mettant en danger leur vie et celle des autres conducteurs. Les gens, le problème, attendent le dernier moment et se rabattent sur les zébras. C'est très très dangereux. C'est une des principales causes des accidents, entre autres le matin et le soir, sur l'autoroute. Alors ça nous arrive souvent d'avoir des blessés parce qu'il y a des camions qui arrivent qui eux ne peuvent pas doubler et poussent les véhicules dans les glissières de sécurité. C'est le début des contrôles et une première voiture ouvre le bal des infractions. Vous voyez la voiture orange là? La petite Citroën? Hop là, vous voyez, elle est quasiment arrêtée. La Citroën orange! La Golf, hop là, avec le motard et voilà, il coupe sur les zébras. La Golf noire! Pour information, ça s'appelle un retour tardif. Ouais. C'est seulement une amende de 22 €, sans perte de points. Quand on a le travail qui nous attend, c'est un peu délicat. Je faisais attention, je suis pas arrivé quand même à 100 ou à 80, j'étais quand même dans les limitations. 22 € et aucun point en moins. L'équipe de Jérôme joue la pédagogie. Aujourd'hui, je vais vous prévenir, je vais vous mettre ce qu'on appelle un retour tardif. C'est 22 €, il n'y a pas de point en moins. Si on est amené à se revoir, monsieur, vous me faites la même infraction, je vous mettrai 90 €, 3 points. On est d'accord, monsieur? Mais certains, comme cette conductrice en voiture bleue, n'hésitent pas à traverser carrément l'autoroute. Oh là là, elle a coupé les 2 voiles. Alors elle... Là, je vais la prendre, elle. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, madame? Vous étiez en voie centrale, madame. Vous avez coupé la voie lente sans regarder. Vous avez coupé 2 voies et vous êtes rabattu sur les zébras. C'est énorme, madame. Franchement, là, vous auriez pu tuer quelqu'un. Je vais demander votre permis, la carte grise et l'assurance de votre véhicule, madame. Là, c'est énorme, madame, ce que vous faites. J'ai regardé, hein. J'ai pas fait ça n'importe comment non plus. J'ai regardé, j'ai fait attention à ce que je faisais. Hein. Mais bon, j'aurais pas dû le faire, c'est indéniable. Franchement, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous auriez pu
et causer, et même pour vous. Quoi. Voilà, une signature juste là. Madame. Là, ça va donner quoi? Donc vous allez avoir une amende que vous allez recevoir chez vous, à votre domicile. Vous pouvez payer par carte bleue auprès d'Internet. Ouais. Voilà. C'est 90 € et c'est la perte de 3 points sur votre permis, madame. Pour le conducteur de cette décapotable, qui lui aussi a traversé l'autoroute, pas de place pour la pédagogie. C'est sanction immédiate. Donc là, on est d'accord, vous avez coupé le zébra, la ligne blanche là-bas. Parfaitement, bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. Ok. Je vais à un enterrement et je réfléchissais à cette personne. Ça marche. Je vais quand même être obligé de vous verbaliser pour la ligne blanche. Combien? 90 €, 3 points. Voilà, donc je vous prépare ça, j'arrive. Le chauffeur n'en est pas à son coup d'essai. C'est pas un retour tardif et il le fera à chaque fois. Donc tant qu'on ne touche pas à ces points et à une somme qui est plus importante, c'est le genre de personne qui ne comprendra pas. Quoi, vous voyez, c'est déjà 2 fois qu'il se fait verbaliser à 22 €, il s'en fout en fait. Il préfère limite se faire verbaliser que d'attendre. C'est le genre de personne comme ça. Donc là, il n'y a aucune pitié à avoir. Aucune. Il a de la chance, il aurait pu être en avance à son enterrement. Il aurait pu carrément aller le rejoindre avec ce genre d'accident. C'est avec ce genre de fait comme ça qu'on a des accidents. Et là, ouais, voilà, là, il aurait pu aller le rejoindre plus rapidement. Ouais. J'espère que tu as mis 90 balles. C'est bon, voilà, c'est ça que je veux voir. C'est le genre de personne, voilà, il n'y a aucune pitié à avoir. Aucune. Les contrôles ont duré 1 heure et l'équipe a verbalisé 25 véhicules. À 40 km de là, Philippe et Thibaut viennent d'être appelés par la société d'autoroute pour intervenir sur une voiture apparemment abandonnée sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est un phénomène auquel les gendarmes sont régulièrement confrontés. Des conducteurs qui abandonnent leur voiture faute d'argent pour payer le dépannage et les réparations. Mais c'est aussi souvent le destin des voitures volées. Vas-y, avance, hein, ça m'évitera de marcher. Ah oui. Qu'est-ce que c'est cette affaire là? Je sais pas, il m'a dit un accident, mais j'ai des doutes dans l'état qu'elle est, celle-là. C'est pas un accident, ça. Il y a un cadavre, hein? Non, même pas. On trouve de tout, en fait. Hein, on trouve de tout, ouais. Je pense qu'elle a abandonné, celle-là. Elle a abandonné, on va essayer de trouver quand même des documents, quelque chose qui puisse nous... Bah tiens, regarde, il y a une carte bleue, là. Donc déjà, hein, déjà pas mal. Il y a la carte grise, ouais, on peut trouver quand même quelques documents qui sont intéressants. Ah, vendue. Ah, elle était vendue en 2015, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Il n'y a pas de suspension, pas volée. Elle n'est pas volée. Bon, déjà, elle n'est pas volée. Par contre, regarde, elle était vendue en 2015. 2015. On regarde un peu, là. Pas de trace du propriétaire. Personne n'a contacté les secours. Alors, dès son arrivée, Philippe a appelé un dépanneur. Il faut au plus vite dégager la bande d'arrêt d'urgence. La voiture est en train d'être chargée quand tout à coup, un jeune homme arrive avec un jerrycan à la main. Qui est-ce, la dame, là? C'est la dame qui m'a aidé, personne m'aidait. La police elle est passée, elle est partie. J'étais en panique avec mon chien sur le bord de la route. La dame m'a dit si tu veux, je t'amène chercher de l'essence. Bon, ok, d'accord. Ok. Bon, vous êtes tombé en panne, c'est ça? C'est ça, je suis tombé en panne d'essence. Là. Ouais, et je suis allé chercher du gasoil. Ouais, ok. Le jeune homme récupère son chien que la dame avait gentiment gardé dans son véhicule. La mauvaise surprise pour lui, c'est que la dépanneuse a fait le déplacement et que même s'il pourrait très bien s'en passer et qu'il ne l'a pas appelé, il va devoir régler les frais de dépannage. Il est tombé en panne d'essence, il est allé chercher un bidon d'essence. Il a fait demi-tour, mais nous, pour la sécurité des usagers, on fait évacuer le véhicule abandonné. Donc le dépannage, ça a un coût. Ben, ça va lui coûter cher son dépannage, sa panne d'essence. Ça va lui coûter 185,85 €. Parce que c'est des prix qui sont réglementés par l'État, en sachant que panne de carburant, il y a très peu d'assistance, s'il est assuré, qui paye. Parce que c'est considéré être de la faute du conducteur. De la négligence, quoi. Ben, c'est que prendre l'autoroute en réserve, voilà, ça met en danger 1, 2, 3, 4 personnes. C'était évitable, quoi. C'est carte bleue ou espèce ou assistance, mais là, apparemment, il n'y aura pas d'assistance. Et donc on ne prend pas les chèques. Et je vous avise, il y a 18 € de gardiennage par nuit. D'accord. Donc si vous venez demain, il y a 185 € plus 18 € de gardiennage. C'est pour ça. Mais le jeune homme ne peut absolument pas payer les 185 € de dépannage.
Le monsieur n'a pas de quoi me régler, donc le véhicule reste là. Eh ben, il reste là et voilà. Philippe est intrigué par l'attitude du jeune homme. Il sent que quelque chose cloche. Donc vous me dites que le véhicule, il appartient à un ami. Il me prête pour faire l'aller-retour entre l'Archer et chez moi, et là je suis allé faire des courses pour moi. D'accord. Je suis pas persuadé qu'il soit assuré, mais on va regarder quand même. S'il me laisse partir avec la voiture, elle doit être assurée. Il roule tous les jours avec, elle peut plus être assurée. Vous n'allez pas m'apprendre mon boulot, ça fait 35 ans que je travaille. Ça fait 35 ans que j'ai des gens qui roulent sans assurance. Ça fait 35 ans que j'ai des gens qui roulent sans permis de conduire. Alors, ne me dites pas qu'elle est assurée. Tant que vous ne me donnez pas la preuve qu'elle est assurée, pour moi, elle n'est pas assurée. Il y a un talon d'assurance qui est périmé depuis le mois d'octobre 2016. Vous voyez le truc, là ? Moi, je ne vous laisserai pas repartir sans savoir si le véhicule est assuré. Pour tenter de comprendre, Philippe appelle lui-même l'ami du jeune homme censé être le propriétaire du véhicule. Déjà, c'est même pas votre voiture, c'est la voiture de votre oncle maintenant. Et on va remonter loin comme ça. En tout cas, nous, dès l'instant là où on ne peut pas justifier le fait qu'elle soit assurée, le véhicule, il restera là. Il ne bougera pas. Alors, je viens d'avoir le soi-disant propriétaire du véhicule qui n'est pas le propriétaire du véhicule, parce qu'il vient de me dire que c'est à son oncle. Ah, c'est ça, hein, la complexité du truc, c'est que on a une personne au volant d'un véhicule qui nous dit ne pas être le propriétaire, qui nous donne des papiers, qui nous dit qu'il appartient à un copain. En fait, le copain, ça appartient pas, ça appartient à l'oncle. Tout ça pour une panne d'essence. Vraiment, on donne le bâton pour se faire battre. Aucun papier n'est en règle. Et le véhicule ne semble pas assuré. Philippe décide d'immobiliser la voiture en fourrière. Le conducteur doit donc repartir à pied avec son jerrycan et son chien. Donc on ferme la voiture, là, on enlève le chien, on vous monte et on vous emmène à Saint-Laurent. On vous dépose là-bas au rond-point. Allez. Philippe est touché par ce jeune homme qui semble dans une situation difficile. Voilà, là, si on peut rendre service comme ça, c'est mieux quand même. Bon, merci encore de m'avoir ramené, super gentil. Descendez là-bas. Il vit dans un camion. Hein. Il me dit qu'il vit dans un camion. Enfin, c'est encore... oh là là, c'est la BA de la journée, ça. Personne, ni le jeune homme au chien, ni son ami, ni l'oncle de son ami n'a jamais répondu au courrier des gendarmes pour détruire le véhicule. Alors, selon la procédure prévue par la loi, les gendarmes ont dépêché un expert au garage. La voiture a été estimée à 762 € et déclarée impropre à la circulation. Ce matin, le garage l'envoie à la destruction. On perd une voiture entière pour quelques euros. C'est juste une panne de carburant en plus, un truc comme ça, saisi par la police, voilà. Donc du coup, elle part à la casse. En quelques minutes, la voiture va être entièrement désossée. Je vais découper le pare-brise et casser les vitres pour recycler le verre. Pièce par pièce et avec une précision chirurgicale, l'énorme pince décortique méticuleusement la carcasse. La voiture est prête pour le tas de ferraille. Plus tard, dans une autre machine, ce qu'il en reste sera réduit à un petit cube à peine plus grand qu'une brique de lait. Une fin surprenante pour une si simple panne d'essence. À quelques kilomètres de là, Patricia commence sa patrouille et un premier appel vient de tomber. Donc là, c'est pas un accident. En fait, c'est un véhicule qui s'est... je pense qu'il a loupé la sortie et est allé se déposer sur le lit d'arrêt, voilà. Un lit d'arrêt, c'est un bac à sable géant installé sur la bande d'arrêt d'urgence pour stopper les camions quand les freins lâchent. Ah, c'est une petite mamie. Mais cette fois, ce n'est pas un camion. Bonjour, madame. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis garée pour téléphoner. Ah, mais c'est pas bien. Sur l'autoroute, là où vous pouvez vous garer, c'est après le payage, vous avez des places de parking. Mais madame, c'est la première fois que ça m'arrive. Non, mais je vous le dis. J'ai 83 ans, ouais. Non, mais je vous explique.
Pour vous arrêter. Non, mais vous arrêtez pour téléphoner, ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas le bon endroit pour s'arrêter. Madame, j'ai compris. Voilà, non, mais c'était juste pour vous dire ça. L'autoroute a été ouverte le 22 juin 79. Et depuis son ouverture, grâce à Dieu, c'est la première fois qu'il m'arrive. Et là, vous voyez, la voiture, elle est bien enlisée. Hein. Vous pouvez pas sortir. Hein. Vous avez beau faire la marche arrière, une fois que la roue elle est coincée, elle est coincée. Combien de fois j'entendais parler de ces arrêts, de ces arrêts. Mais je pensais que c'était du dur coup. Non, mais vous ne serez pas la première, vous ne serez pas la dernière. On en fait au moins une fois par semaine, si c'est pas plus. Moi, en 2 jours, j'en ai fait 5. Rien de grave en soi, mais bon, ça occasionne de la venue du dépanneur, la présence du patrouilleur et notre présence. Alors qu'on serait plus utile ailleurs. Mais bon, ça fait partie de nos missions. Systématiquement, quand quelqu'un s'arrête dans un lit d'arrêt, on est appelé, c'est considéré comme un accident. Le dépanneur agréé par la société d'autoroute arrive très vite sur place. Il va sortir la voiture de la dame de ce mauvais pas. Visiblement, le dépanneur n'en est pas à sa première voiture enlisée. Et en moins de 5 minutes, le tour est joué. Bon, ça y est, la voiture, elle est dégagée. Soulagée, madame. La dame retrouve le sourire. Mais le dépannage n'est pas gratuit. Cette conductrice va devoir s'acquitter de la somme rondelette de 140 €. Allez, merci. C'est le tarif fixé par le garage pour une automobile. Et à ce prix-là, le dépanneur prend soin de garer la voiture en biais pour que la dame ne reparte pas tout droit dans le bac à sable. Par contre, quand vous allez repartir, faites attention. Nous, on va décaler la circulation, mais accélérez bien. Non, mais il faudra bien accélérer quand vous allez repartir. Sur le lit d'arrêt, en accélérant. Alors, je ne vous embrasse pas de le terminer. Merci, madame. C'est pas bientôt, hein. J'ai mis la voiture direction route. Ouais, t'as bien fait, ouais. Et c'est sous la protection de la dépanneuse que la dame peut enfin rentrer chez elle. À la tombée de la nuit, la population change sur l'autoroute. À Mandelieu, Sylvain vient de recevoir un appel de la station-service pour un véhicule suspect. Cela fait 2 heures maintenant que ce petit utilitaire de la mairie de Saint-Tropez est stationné devant les pompes à essence. Et le conducteur n'a jamais refait surface. Alors, les clés sont dessus. Bon, de toute façon, ils sont partis avec les clés, donc il n'y a même pas d'effraction. Bizarrement, les clés sont sur le compteur et le chauffeur a commencé le plein. Mais il n'a pris que 21 centilitres de gasoil. Pas de quoi continuer sa fuite. Pour tenter de l'identifier, le gendarme va se transformer en expert. Ouais, ça fait un peu Doctor House, ça. C'est pas la mi-série. Il manque la blouse blanche. C'est une sorte de gros coton-tige qu'on va passer sur le volant pour récupérer les traces ADN et qu'on va mettre dans un tube. Et ça nous permettra de savoir si c'est quelqu'un qui est peut-être déjà connu dans la base, comme pour avoir dérobé d'autres véhicules, des cambriolages ou autres. Les analyses seront envoyées au laboratoire. Pour l'instant, Sylvain n'a aucun indice, mais il lui reste peut-être une petite chance de découvrir l'identité de ce curieux voleur amateur d'utilitaires. On a demandé à ce que les vidéos soient mises de côté, parce que tout le lieu ici est filmé. Donc la personne qui conduisait le véhicule a été filmée. Pour l'instant, nous, on n'a pas accès aux vidéos, c'est le gérant de la société qui a accès. Donc à partir de demain, on aura les vidéos. Donc bon, ça va être mis de côté. Le lendemain, c'est l'équipe de jour qui prend le relais de l'enquête. Dans toutes les stations-service de France,
Les pompes sont filmées nuit et jour, 24 heures sur 24. Et les images pourraient permettre d'identifier le mystérieux voleur. Tiens, il est là. Le voilà. Bah, tu vois déjà, regarde ce qu'il a mis sur la tête. Déjà, il sait qu'il a des caméras, puis il met la capuche. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il a foutu, là? Il met du gasoil. Il a essayé de faire le plein, apparemment. Je sais pas pourquoi il se barre. Les enquêteurs vont peut-être enfin comprendre pourquoi le chauffeur n'a pas fait le plein du véhicule. Tiens, regarde. Ah putain, voilà pourquoi il s'est tiré, ouais. Ah, c'est ça. Il a vu les gendarmes, il a eu peur. La patrouille. Grâce à cette image, les enquêteurs ont compris pourquoi le conducteur a pris la fuite. À l'arrière-plan, ils découvrent une voiture de gendarmerie. Elle n'a stationné que quelques minutes sur le parking, mais sa seule présence a suffi à faire fuir le jeune homme. Mec, il a paniqué. Ah, il a vu, il a dit oula, hop, il dit putain, je me suis fait repérer. Alors? Voilà. En fait, c'est ça. Okay. Enfin, c'est un petit rigolo parce qu'il a vite pris peur, quoi. Et là, ils vont avoir beaucoup de chance. Le chauffeur a enlevé sa capuche et il est parfaitement identifiable. C'est légèrement, voilà, qu'il descend là. Ah, voilà. C'est pas mal ça. Là, on va assumer. Ouais. Les gendarmes impriment la photo du voleur. Ils vont transmettre ces informations à la brigade de Saint-Tropez qui se chargera de poursuivre les investigations. Regarde, Charles. Grâce au relevé ADN, si l'homme est fiché, il devrait le retrouver rapidement. Au petit matin, des noctambules égarés, on en retrouve souvent sur les autoroutes de la Côte d'Azur. Et pour certains, la fête se termine mal. Jérôme est appelé par la société d'autoroute. Un jeune conducteur vient de perdre le contrôle de sa voiture. Quand il arrive, le véhicule est déjà sur la remorque. Et il est en mauvais état. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez crevé? Vous arriviez d'où? De Nice. D'accord. Vous étiez tout seul? Ouais, en fin de soirée, du coup, c'était le matin, je n'ai pas dormi et je suis un peu endormi au volant. Et vous avez tapé? Ouais. Vous avez consommé l'alcool? Oui, mais c'était il y a très longtemps. D'accord. Vous allez vous soumettre au dépistage? Ouais. Vous prenez du stupéfiant? Ça fait combien de temps? Combien de fois la dernière fois que vous l'avez pris? Ouais, c'était quoi, hier? Avant-hier. Avant-hier? D'accord. Ça dure 4 secondes, il a arrêté. Encore. C'est bon. Ouais, vous êtes encore positif, monsieur. Ok? Quel est le taux d'alcoolémie exact du jeune homme et le taux de stupéfiants qu'il a dans le sang? Pour le savoir, Jérôme l'emmène au peloton. Vous avez consommé quoi comme stupéfiant, monsieur? De l'herbe, la résine? Vous avez consommé quoi? Un joint, 2 joints? 2, 3? Quelques joints, vous avez tiré? Vous l'avez fumé entier ou? Non, j'ai juste participé. Vous avez participé, vous avez fumé quelques lattes? Ouais, voilà, c'est ça. Alcool, drogue, c'est le cocktail de certains jeunes les soirs de vacances. Un cocktail qui risque de coûter cher à ce jeune homme. Alors mettez-vous bien droit. Vous prenez ça dans votre bouche. Encore. En tant que jeune conducteur, il ne doit pas dépasser 0,10 g dans l'air expiré. Impeccable. Regardez bien, 0,59, monsieur. 1,18 g d'alcool dans le sang. Vous vous rendez compte? Il est 10h35. Ah, ça me paraît étonnant, mais bon. Bah ouais, ça vous paraît étonnant. Vous avez vu, monsieur? C'est-à-dire que hier soir, vous avez été fort quand même. Les parois de votre... Mais ce n'est pas tout. Le test de stupéfiant peut encore aggraver son cas. Voilà. Et sans surprise, le contrôle de cannabis est positif lui aussi. C'est ce que vous m'aviez dit. Vous avez marqué au cannabis comme quoi vous en avez fumé dans les derniers jours. Sous l'emprise de l'alcool et de surcroît avec du cannabis dans le sang, le jeune homme va se retrouver sans permis pendant un bon moment. Et ça risque de lui poser un gros problème. Je suis en école d'ingénieur, donc en bac plus 3. Et là, j'ai rentré en deuxième année d'école d'ingénieur, bac plus 4. Là, ça va être compliqué de me rendre à Strasbourg. Parce que les trains de Nice à Strasbourg, il n'y en a pas vraiment. Et puis pour les trajets quotidiens de l'école au domicile, ça va être aussi compliqué à gérer. Promis à un bel avenir, ce jeune homme commence à se demander s'il ne vient pas de le compromettre. J'ai peur de la réaction de ma mère, en fait. Elle va faire la morale, c'est sûr, et puis elle va crier un peu, quoi.
Comme le jeune homme est toujours sous l'effet de l'alcool, il ne peut pas être auditionné. Sa mère va venir le chercher et il reviendra pour son audition. 72 heures plus tard, l'étudiant est de retour, mais il n'est pas seul. Sa mère a tenu à venir avec lui à la gendarmerie, car elle s'inquiète pour son fils. Alors là, c'est sûr que j'étais très en colère. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Alors là, je t'aurais eu sous la main, je crois que je t'en mettais une. J'ai fait des cauchemars, j'imaginais que... Voilà quoi. Moi, j'en ai pris vraiment conscience. Je me suis dit, c'est un miracle, c'est un miracle. Voilà, donc, si tous ces jeunes, ils pouvaient se rendre compte aussi de la souffrance que ça peut engendrer. Là, il s'est rien passé, tout le monde est vivant, mais en imaginant qu'il y ait des morts. Dans le département, les chiffres de la mortalité des jeunes au volant sont inquiétants. 40% des victimes de la route ont moins de 30 ans. Le préfet a pris sa décision. Le permis de ce jeune homme est suspendu pendant au moins 6 mois. Il y a 9 points normalement. Oui, c'est ça. Donc là, il y en a 8 qui vont partir, vous en restera plus qu'un. Il faudra être très prudent et voir à faire des stages dès que possible. Comment? Je vais pas conduire pendant... Pendant 6 mois, déjà, vous pourrez pas. Enfin, vous pourrez pas, vous n'avez pas le droit. Oui. Après, si vous le faites et vous êtes pris la main dans le pot de Nutella, tant pis pour vous, quoi. Ok? C'est bon, pas de soucis. Ça met du plomb dans la cervelle un peu. C'est peut-être un avertissement en quelque sorte. Fin de l'histoire pour moi, je vous raccompagne. Allez-y. Mais avant, Vincent tient quand même à dire un mot à la mère du jeune homme. C'est pas un mauvais gamin. Mais il a fait une grosse connerie, donc c'est pour ça que je préfère vous le tenir en main et voilà, dire... Mais vous avez bien raison, ouais, mais nous aussi on essaye, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas méchant, mais c'était pour dire, c'est pas un mauvais bout, voilà, il a fait une grosse connerie, c'est tout. Une fin de vacances qui a bien failli tourner au drame. Dans quelques jours, ce jeune homme à l'avenir prometteur va rejoindre les bancs de l'école. Et il a promis à sa mère et aux gendarmes de se tenir à carreau cette année. La saison qui s'achève sur la Côte d'Azur, c'est la promesse d'une petite accalmie pour les gendarmes de l'autoroute A8. C'est la fin d'un été sans répit qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Sauter qu'une Smart, un poids lourd, quoi. Pendant 100 jours, ils ont été sur tous les fronts pour tenter d'assurer la sécurité des automobilistes de la région, mais aussi des 11 millions de vacanciers qui passent l'été sur la Côte d'Azur. C'est quoi cet engin? Ah putain. C'est la Batmobile. Celle-là, c'est la vraie, celle-là. Sylvain, lui, reste marqué par une intervention beaucoup plus sérieuse. Bon, merci d'être venu si vite. Une conductrice et sa passagère naufragées sur l'autoroute, avec un taux d'alcoolémie incroyable. C'était à la fin du mois de juillet. Qui conduisait alors? Madame. Oh là là. Vous vous rendez compte là? Qu'est-ce que vous avez bu comme alcool là? Un peu de rosé. Ouais, bah un peu beaucoup quand même là. On vous fait un petit dépistage de l'alcoolémie, vous soufflez? Je fais comment, moi, pour rentrer chez moi? Bon bah là, ce soir, c'est bingo. Hein. Ah, elle est vraiment bourrée là. Je pense qu'au niveau du taux, on va exploser les compteurs là. Putain, bordel de merde! Allez, vous rentrez par là et vous mettez en sécurité bien derrière. On vous laisse pas sur l'autoroute, madame? Merde! Chérie, la honte! La route, Bah, je vous aime pas de toute manière, donc voilà, c'est comme ça, merde! Alors ça, je qualifierais pas trop ça de cocasse, plutôt de pitoyable, parce que c'est vrai que dans l'état où elles étaient alcoolisées au volant, sur cette intervention, je me suis même demandé comment elles avaient pu arriver jusque-là sans avoir causé d'accident ou sans s'accidenter, en tout cas toutes seules. Allez, asseyez-vous là. Asseyez-vous là pour l'instant. Mais comment on garde la vue, je n'ai rien à faire. Bon, restez assise, vous allez tomber là. Non, Chérie, va t'asseoir. C'est où sur la chaise alors? On l'a fait. Chérie, calme-toi, s'il te plaît. Je sais même pas comment ils ont pas fait pour tuer quelqu'un ou se tuer en roulant. C'est un miracle qu'on ait pu les soustraire de l'axe à ce moment-là, parce que c'est un accident grave, en tout cas assuré, voire mortel.
Stéphane, lui qui essaye de garder un calme olympien en toutes circonstances, a eu fort à faire avec des conducteurs irascibles surpris au volant avec un téléphone portable. Me touche pas, je pars. Non, tu me touches pas. On permis là pour ça. Tu me mec là, il fait pas ce qu'il veut. Comme vous, faites pas ce comme vous, comme moi, je fais pas ce que je veux. Il y a des limites à tout. Tu me touches pas. Quand je vous dis tu me touches pas. Tu me touches pas. Reculez. Tu me touches pas, tu me dis recule, je recule. Tu me touches pas, me regarde pas de travers, tu m'impressionnes pas. Tu m'impressionnes pas, t'as 17 ans. Laissez-moi parler. Mais là, fils de pute, tu m'as vu, je viens de me dire. Après, j'ai la preuve. Mais ma parole, on se gare, on le trouve, on lui pète sa bouche. C'est lui qui m'avait travers. C'est pas vrai. Tu mens, mec. T'es un menteur. Je dit, t'es un menteur. On se calme. Je te le dis, par là, t'es un menteur. Parce qu'il n'avait pas de téléphone en main. Par là, il n'y avait pas de téléphone en main. Eh, tu vas le payer, ça. C'est injuste. Le bon Dieu, il le paye. C'est injuste. Tu m'as regardé moi, tu n'as pas regardé lui. Tu m'as regardé de travers. C'est bon. Clochard, va. Vous avez fini, bébé? Sale clochard. Papier qui s'en aille. Et aujourd'hui, la société, c'est ça. L'agressivité, la personne cherche, par son agressivité, à faire monter le gendarme dans les tours. Sauf que ça ne marche pas toujours, bien évidemment. On est plus malin, on est plus sérieux, on est plus raisonnable. Bon, allez, circulez. Ouais, circulez, on est de la merde. Il a été verbalisé. Il est parti, au final, il est parti avec son procès-verbal. On peut comprendre l'énervement. Il faut quand même pas aller trop loin, mais généralement, on arrivera toujours à accomplir notre mission. David, lui garde un souvenir mémorable d'une jeune femme complètement ivre qui lui a donné bien du fil à retordre. Une femme à qui il a peut-être sauvé la vie. Je dirais que j'ai eu des interventions, une ou deux qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire? Essentiellement, ce qui me revient en mémoire, c'est la jeune fille qui avait calé son véhicule dans un lit d'arrêt et qui était bien alcoolisée. Vous la tirez par l'arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai angoissé. Vous avez angoissé? Ouais. Ma basket est là. Et pourquoi votre basket est là? Ouais. Mais le pneu, il est où? Vous avez roulé comme ça? Ouais. J'aimerais une pièce d'identité, s'il vous plaît. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Ici, c'est nous qui commandons, c'est pas vous. Alors, vous allez me présenter votre pièce d'identité. Et parce qu'on va finir par être plutôt sévère avec vous. Alors, vous allez me présenter une pièce d'identité, ok? Peur, là. Oui, mais je vais vous faire peur, ça c'est sûr. Eh bien oui, il n'y a pas de souci. Ok, allez, hop. Il veut pas que je respire. Il veut pas que je respire. Moi, c'est elle qui conduisait, ça se trouve, elle est bourrée, alors. Ouais, mais je pense que... Ah oui. Alors maintenant, vous allez souffler. Bon, monsieur. Ah ben, vous n'allez pas nous suivre, vous, mais c'est nous qui allons vous prendre pour... demain. Eh ben, nous aussi, on travaille, madame, et on fait notre boulot. Et vous soufflez, voilà. J'ai vu après. Voilà. Quand je vous dis que vous êtes en train de me la faire à l'envers, je suis pas un lapin de 6 semaines. Donc, allez, s'il vous pas plaît. bien. S'il vous plaît. D'accord, mais on va... Pourquoi vous me tenez comme ça? Bah, parce que pour pas vous tomber, c'est vous qui me serrez. On peut pas. Eh ben alors, c'est vous qui me serrez. Tenez-moi comme ça, C'est vous qui me serrez. Ouais, bah, ça m'énerve. c'est pour pas que vous tombiez. Tenez-moi comme ça. Bon, allez, si vous voulez. Tiens, allez hop. Voilà. Allez, si on est amis. Maintenant, vous allez vous asseoir. Asseyez-vous, comme ça. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vais employer la manière forte si ça va pas. OK? Donc, moi, je vais commencer à m'énerver. OK? Et ça va gonfler. Hein. Ça va nous casser la voiture. Oh! Faut pas casser la voiture, hein? Il faut... Oh! Si vous cassez la voiture, je vous emmène une. OK? Ne casse pas la voiture, sortez-moi de là. Voilà, ça commence à bien faire, là, maintenant. Ça commence à bien faire. Sans blague. Dites-moi, on va essayer de récupérer nos menottes, là, maintenant, parce qu'elle a plu. Allez, prenez votre sac. Je voulais faire une petite blague. Prenez votre sac. Bah oui. C'est dégueulasse. Vous l'avez vu, lui? Il va me tuer. J'ai été honnête. On a dit qu'on avait fumé ou pas? On fume. Allons, la France, on fume tous. On va le dire. Non, je m'en fous. Je veux rester ici. Non, je m'en fous. Je veux pas rester ici. Tu veux pas rester ici? Ben vas-y, arrête de parler. Tu veux rester ici. Je veux pas rester ici. Mais il faut que tout le monde le sache. D'accord? C'est bon, il y en a marre d'être... Quelle heure c'était? Allô? 6h... On fume tous. Alors, attends, Alex. Même eux, Tu pourras signer, s'il te plaît? C'est tous des fumeurs. Qui était un peu désagréable au début, puis à la fin, quand on l'a ramenée au bureau, elle était assez joyeuse, elle dansait dans le bureau, ça va. C'était assez sympa comme intervention, c'est ce que je vais retenir un peu de cet été. Un petit joint sympa, en mode...
En mode Beyoncé, quoi. En mode... Oh, filme ça, filme ça, filme ça. Et tu préfères un plutôt que de... On fume un joint. Donc... Moi, je préfère rien. Ah ben, dans ce cas-là, je pars en mode... Beyoncé vaincra. Cet été, c'est Bruno qui a battu tous les records d'alcoolémie avec un chauffeur routier bulgare, contrôlé à plus de 2 grammes. Dans la cabine de son camion, une bouteille de vodka, largement entamée. S'il n'avait pas été intercepté, cet homme aurait pu provoquer une catastrophe. 1,33. Ça y est? Ouais. Non. Si. 1,33. 1,33. Oh là là là, 2,66 g, non mais oh. S'il avait pris la route comme ça, c'est sûr que ça aurait été vraiment un drame. On est arrivé à temps pour l'interpeller et le placer en détention comme il se doit. Oh, un maillot de tourner tout. Finish. Et malgré tous leurs efforts, les gendarmes n'ont pas réussi à éviter tous les drames. Ils resteront marqués à jamais par un accident de scooter qui a coûté la vie à 2 jeunes femmes. L'image la plus marquante cet été, c'est cet accident mortel. Je pense que tout le monde a été très impacté par cet accident parce qu'il était d'une particulière violence. Vous avez bien avec vous le nom? Non. Non, d'accord. Non, parce que vous êtes choqué. Bien pris, moi le nom. Ça va pas me marquer, c'est pas que sur les 100 jours, je pense que c'est une image qui est l'une des plus marquantes de ma carrière. Donc oui, ça c'est ce qui m'a marqué le plus, ouais, évidemment. Ouais. Au peloton de Nice et de Mandelieu, l'été est terminé. Mais les gendarmes ne vont pas chômer pour autant. Le lieutenant Sébastien ne se fait pas d'illusions. On va vite rentrer dans l'hiver, donc les stations de ski vont ouvrir. Et là, on va avoir un afflux à nouveau de population sur les pistes de ski. Donc c'est continu. Il y a des relatives accalmies, mais ça ne dure pas très longtemps. Vous prenez jamais de vacances? Les vacances